L'invité dans la politique, c'est clair. Frédéric Valletoux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président Horizon de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi l'ancien président de la FHF, la Fédération hospitalière de France. Et c'est vous qui étiez un peu aux commandes pendant le Covid, notamment. Alors du coup, là, on voit que ce bateau avec ce foyer d'antivirus qui est arrivé tôt ce matin aux Canaries, on voit que ce virus, il est plus létal, mais il est moins contagieux que le Covid. L'OMS se veut très rassurante. Est-ce qu'il y a quand même des raisons de s'inquiéter ? Je pense qu'il faut vraiment distinguer les situations par rapport au Covid, qui était un virus qui se transmettait de manière respiratoire et dans l'air. Là, c'est pas du tout la même chose. Et les antivirus, ils sont connus, même si cette souche-là, elle est en train d'être examinée pour voir si effectivement ce virus a évolué. Mais les antivirus qui sont transmis depuis les rongeurs jusqu'à l'homme sont des virus connus. Donc, je pense que voilà, la situation, l'OMS et les autorités sanitaires espagnoles, mais aussi de tous les pays concernés, l'ont, la maîtrise dans le sens où les protocoles, et ce que vous décrivez depuis ce matin, montre bien qu'il y a des protocoles qui sont très bien posés et organisés. On a appris du Covid, du coup. Oui, on a appris du Covid. En France, il y a aujourd'hui un centre opérationnel qui s'appelle le Corus, un centre d'urgence qui a été totalement reformaté, repensé après le Covid. Et il y a au ministère de la Santé maintenant des experts qui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, veillent évidemment à l'émergence de virus, d'épidémies éventuelles ou de suivi des crises. Et donc les 5 Français vont être entre autres suivis aussi depuis ce centre opérationnel pour veiller à ce qu'effectivement ils puissent être rapatriés pas loin de chez eux, et que pas loin de chez eux, ils puissent être suivis, mis en quarantaine, comme ça a été dit, de manière à ce qu'on veille effectivement à ce que, à partir d'eux, parce que pour l'instant ils sont asymptomatiques, mais la période d'incubation dure plusieurs semaines, et donc ils soient suivis de manière à ce que... Ça peut durer jusqu'à 6 semaines. Le Premier ministre organise une réunion cet après-midi à Matignon. Ça veut quand même dire que le gouvernement... Ça veut dire que le gouvernement est vigilant, voilà, il n'y a pas... Pour organiser une réunion d'urgence un dimanche après-midi, non ? Bon, dimanche après-midi... non, mais ce que ça veut dire, c'est que le Premier ministre, il assure la coordination du gouvernement. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a pas que le ministère de la Santé, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le ministère des Affaires étrangères pour rapatrier effectivement les ressortissants français. Donc, il va veiller à ce que la phase maintenant d'accueil sur le territoire se passe bien, de mise en quarantaine se passe au mieux, soit suivie. C'est normal, c'est de la coordination entre ministères. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je pense que on a connu des réunions ministérielles pour des choses qui étaient moins importantes, et pour autant, c'est simplement une histoire de coordination. Alors, merci d'être passé nous voir, parce que vous partez après à Reims où se tient un meeting d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, est-ce qu'il va faire une déclaration en bonne et due forme de candidature, ou est-ce qu'il faut considérer qu'il est candidat depuis 2 ans ? Moi, je pense qu'il l'a dit un certain nombre de fois, donc on ne va pas le répéter à l'infini. Enfin, il y a que les candidats qui ont du mal on voit certains qui répètent qu'ils sont candidats parce qu'on a l'impression que l'opinion ne les considère pas, ou les médias ne les considèrent pas. Mais Édouard Philippe n'en est pas là. Il a dit. Donc c'est un meeting pourquoi finalement aujourd'hui ? C'est pas un meeting, c'est une réunion du parti Horizon. Là, on est dans une phase nouvelle, puisque la prochaine élection, c'est l'élection présidentielle. Il a été candidat au municipal, ça y est, c'est derrière lui, c'était il y a 1 mois et demi. Maintenant, il aborde la présidentielle, et dans cette dernière ligne droite, Horizon sera bien sûr important dans l'organisation de la campagne, mais tout ne passera pas par Horizon. Et le président d'Horizon doit passer maintenant de la stature de président fondateur du parti Horizon à candidat à la présidentielle devant les Français, où il va être amené à travailler avec des personnalités qui sans doute vont le rejoindre et viennent d'autres horizons que Horizon. Vous pensez à qui ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le souhait que sa candidature dépasse largement les frontières du seul parti Horizon. Donc Horizon... Donc là, il entre en campagne ? C'est pas bye-bye Horizon, mais c'est en tous les cas la volonté de mettre un peu... de préparer toutes les équipes qui ont été mises, réparties sur le terrain, organisées depuis toutes ces années, de les mettre en tension vis-à-vis de la présidentielle, et puis de prendre un peu de hauteur ou de faire un pas de côté par rapport au parti pour lancer une campagne. Du coup, c'est une forme d'entrée en campagne aujourd'hui ? Oui, c'est une forme d'entrée en campagne, avec un rendez-vous début juillet aussi, le 5 juillet, qui sera là, plus le premier meeting du candidat Édouard Philippe. Donc, il fait les choses de manière... Vous savez, on le critique souvent parce qu'on a l'impression qu'il rentre de manière tranquille.
structuré dans la course, il ne se précipite pas, mais s'il ne se précipite pas, parce que tout ça est construit, on est parti de zéro en 2021, il a construit un parti Horizon, il l'a structuré, aujourd'hui il est structuré, il y a des centaines de maires, il y a des cadres, etc. Il les réunit aujourd'hui, il va leur dire des choses fortes. Alors là, il ne se précipite pas, mais enfin quand même, on voit que ça s'accélère un petit peu. À droite et au centre droit, il y a Gabriel Attal et il y a Bruno Retailleau, qui eux font une campagne plus active aujourd'hui que Édouard Philippe. Et Gabriel Attal, justement, il vient de sortir un livre, En homme libre, et il vient de gagner 5 points là, dans un dernier sondage. Oui. Est-ce qu'il est temps pour Édouard Philippe de parler un petit peu plus, de dire aux Français qu'il les aime? Non, mais la campagne arrive, donc il va forcément se mettre dans les habits d'un candidat. Il y a 2 mois, il était dans une campagne municipale, d'ailleurs, dont certains pensaient qu'il ne s'en sortirait pas. Bon, et il a regagné haut la main au Havre, et maintenant il aborde la campagne présidentielle. C'est comme un sportif de haut niveau. Enfin, on tient pas rigueur à un sportif de haut niveau qui se prépare pour les prochains JO, de se précipiter sur toutes les compétitions et de bousculer son entraînement et la montée en puissance de son parcours. C'est pareil, il y a une échéance au printemps 2027 qui est l'élection présidentielle. Eh bien, il s'y prépare depuis quelques années et il va monter en puissance. Il n'y aura pas de primaire, a priori, en tout cas, à droite, au centre droit, on ne voit rien venir. Est-ce que c'est vrai qu'il y a ce pacte entre Édouard Philippe et Gabriel Attal pour dire on n'ira pas à plusieurs, en tout cas, dans ce camp-là? À la présidentielle, on parle du mois de janvier, où en fonction des sondages, l'un pourrait se désister au détriment de l'autre? Il n'y a pas de pacte au sens où il se serait entendu sur un coin de table et signé un papier en disant ou toper main dans la main. Il n'y a pas de ça. Il y a simplement le bon sens et le sens des responsabilités qui fait qu'effectivement, à un moment où la possibilité qu'on ait un deuxième tour avec des candidats qui sont et d'extrême gauche et d'extrême droite n'a jamais été aussi forte, eh bien, pour échapper à ça, le bon sens veut que, effectivement, au centre, il n'y ait qu'une seule candidature dès le premier tour. Je pense que ça, c'est quand même un des grands acquis de cette pré-campagne présidentielle. C'est qu'aujourd'hui, dans le camp du centre, au sens très large, de la droite et du centre, il n'y a pas une seule personnalité qui ne dise pas qu'il faudra un candidat au premier tour, que ce soit M. Larcher, M. Retailleau, M. Attal, Édouard Philippe aussi. Donc la grande différence entre Édouard Philippe et Retailleau et Gabriel Attal, c'est simplement que Édouard Philippe, il a son parti derrière lui et il n'a pas à le convaincre du bien fondé de sa candidature. On voit que là, vous voyez, tout à l'heure vous parliez de Gabriel Attal et de Retailleau qui s'agitent pour effectivement percer dans les médias, mais eux, ou en tout cas pour occuper le terrain, mais eux, ils doivent déjà convaincre leur propre parti qu'ils sont naturellement leurs candidats. Il y a 10 ans de macronisme là qui viennent de passer. Est-ce qu'Édouard Philippe, il incarne vraiment la rupture dont veulent les Français ? C'est le projet qu'il va porter qu'il le dira. Alors, il a promis un projet massif, un programme massif. Il y a quoi dans ce programme massif ? Il le dira peut-être qu'il en parlera cet après-midi. Il doit éventuellement lancer une idée peut-être forte dans l'atmosphère. Mais pas lancer pour lancer. Il y a une actualité qui est très internationale. Il y a une actualité qui rejoint les problématiques de pouvoir d'achat. Il y a une actualité qui affirme le besoin de dire des choses en matière d'autorité sur les sujets régaliens. Bon, est-ce qu'il va se saisir de ces sujets dès aujourd'hui pour faire des propositions ? Mais il le fait, mais parfois, vous savez, on l'écoute pas toujours. Il y a eu 3 discours que j'invite tout le monde à relire. L'année dernière, qu'il a fait à Bordeaux, à Lille, à Marseille, dans lequel il y avait des propositions très concrètes qui laissent déjà un peu entrevoir ce que sera son projet de rupture. Bon, mais sauf que les médias n'ont pas l'oreille tendue non plus sur le fond. Et puis les médias, ils retiennent évidemment le côté souvent un peu négatif. Et puis voilà, donc la taxe carbone qui a donné lieu aux Gilets jaunes, les 80 km/h, la retraite à 67 ans, Fessenheim, Notre-Dame-des-Landes, un bilan qui est quand même en demi-teinte pour Édouard Philippe. Non, mais ça, c'est ce qu'on affiche toujours, ce que ses opposants voudraient coller à Édouard Philippe. Il ne faut pas oublier des succès économiques, il ne faut pas oublier les grandes réformes du début du premier quinquennat. Je pense au statut de la SNCF, je pense à l'explosion de l'apprentissage qui a été permis dans notre pays grâce aux réformes qui ont été faites à cette époque-là. Je pense à la baisse massive du chômage. Je pense à la maîtrise des finances publiques. À un moment où c'est un grand sujet, regardons ce qui s'est fait entre 2017 et 2019 et on verra que le sujet de la maîtrise des dépenses publiques, elle a été réellement effectuée à cette époque-là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et moi, j'étais favorable aux 80 km/h parce que c'est aussi une période pendant laquelle on a fait baisser le nombre de morts sur la route. Et si ça intéresse quelqu'un, le nombre de morts sur la route,
route, eh bien, à ce moment-là, on ne peut pas méconnaître l'intérêt de cette mesure. Ce que disaient les maires, c'est que ça dépendait aussi des tronçons, bien sûr, mais en tous les cas, ça a fait baisser le nombre de morts et c'était quand même un objectif. Il y a aussi les accords de 68 qui veut remettre en question. Bien sûr. Donc c'est une manière plutôt forte de négocier avec l'Algérie. On voit que ça n'a pas fonctionné avec Bruno Retailleau et on voit aujourd'hui qu'avec Laurent Nunez, une méthode un peu plus douce semble plaire davantage et que justement il y a des OQTF qui repartent en Algérie. Non mais les choses là aussi sont différentes. Le ministre de l'Intérieur Retailleau de l'époque voulait un bras de fer parce qu'il y avait l'enjeu de Boualem Sansal et de sa libération qui était effectivement immédiate. Aujourd'hui, on est dans un contexte différent. Il a été libéré. Il y a un autre prisonnier qu'il faut qu'on arrive à faire libérer, Christophe Glaise. Mais ce qui est vrai, c'est que ça n'enlève pas sur le fond l'intérêt de réinterroger les accords de 68 qui nous lient à l'Algérie, qui sont des accords assez inédits et dans lequel, très déséquilibrés. Et donc, c'est vrai qu'à un moment où l'Algérie demande à être considérée, à juste titre, comme un grand pays qui a son indépendance, son autonomie et qui pèse dans le jeu international, eh bien, ils doivent être traités par les Français de la même manière que n'importe quel autre pays. Or, aujourd'hui, les accords qui nous lient à l'Algérie sont des accords qui sont profondément déséquilibrés et marqués par cette période où la France et l'Algérie se sont séparés dans les années 60, plutôt que par le fait qu'on est en 2020 et qu'on doit rééquilibrer oui ou non, il ne fallait pas aller commémorer le massacre de Sétif en 1945 ? Oui, c'était un signal vis-à-vis des Algériens. Moi, je n'y vois pas à mal. D'accord. Merci beaucoup, Frédéric Valletoux, d'être passé par La Politique, c'est clair ce matin, président Horizon de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale. Vous serez donc à Reims cet après-midi pour cette réunion Horizon avec Édouard Philippe.